Mesdames, messieurs, distingués invités, bonsoir. Je dois dire que c'est pour moi, je me présente premièrement parce qu'avec mon nouveau look, peut-être même des gens de la société ne me reconnaissent plus. Donc, je suis Josiane Lavallée, comme vous savez, deuxième vice-présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, aussi secrétaire de la Fondation Maurice Séguin. Et à tous ceux et celles que j'ai envoyé des courriels, aussi l'organisatrice de la soirée et du colloque. Donc, je dois dire que c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous ce soir dans le cadre de cette soirée bénéfice de la Fondation Maurice Séguin. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique lieu que sont nos archives. Et comme je disais aux gens du CA de la Fondation Maurice Séguin, c'est un beau clin d'œil à faire à Maurice Séguin, étant donné que, comme vous savez, les historiens dans la salle, Maurice Séguin a passé plusieurs années dans les archives, ici et aussi à Londres. J'aimerais souligner la présence de quelques personnalités. M. Pierre-Carl Pellado, président et chef de la direction de Québécois, Maître Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, M. Michel Dionne, président de la Fondation Maurice Séguin, M. Daniel Turp, président de l'IRE, je nommerai pas tout, c'est difficile des fois à retenir, je ne sais pas s'il est arrivé, M. Alain Lupien devrait être avec nous, directeur général du Parti québécois, M. Denis Monnière, de la Société, président de la Société du patrimoine politique. Je ne sais pas s'il est arrivé, mais il a confirmé sa présence, M. Benoît Roy, président du Rassemblement pour un pays souverain, M. Robert Comeau, président de la Société historique de Montréal, Mme Louise Ariel, également vice-présidente de la Société historique de Montréal, et bien entendu, présidente du Comité de la Fête nationale et ancienne ministre péquiste, M. Denis Vaugeois, qui devrait être avec nous bientôt, historien et ancien ministre du Parti québécois, et bien entendu, Mme Martine Ouellette, vous voyez, la seule femme dans les personnalités que j'ai nommées, ancienne ministre péquiste et ancienne chef du... Oh, ben oui! Mme Ariel, je l'avais nommée, Mme Ariel, oui, les deux femmes, pardon. Les deux femmes de la soirée, avec moi. Donc, Mme Martine Ouellette, ancienne ministre péquiste. Comme vous savez, l'historien Maurice Séguin était le théoricien et le penseur de l'indépendantisme québécois qui enseignait de 1947 à 1984 au département d'histoire de l'Université de Montréal. Au cours de sa carrière, il développa son système de normes, M. Dionne en parla plus longuement tantôt, en histoire et sa synthèse historique de l'histoire des deux Canada. Vous savez, puis ça je tenais à le dire, et ici ce soir dans les allocutions, vous savez, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est un peu beaucoup grâce au professeur Robert Comeau, qui m'enseignait en 1994 l'œuvre magnifique de Maurice Séguin dans son cours sur le nationalisme au Québec et qui m'encouragea fortement à effectuer un mémoire de maîtrise en histoire sur l'influence de Maurice Séguin. Ce que j'ai fait en 2002. Après mes études de maîtrise, qui ont duré quand même 4 ans parce que j'enseignais à temps partiel en même temps, après mes études, je me disais à certains moments que ce serait formidable de créer une fondation. Bien entendu, à la mémoire de Maurice Séguin. Mais comme vous savez, fonder une fondation sans capital initial, c'est assez difficile. Donc, par conséquent, lorsque Maxime Laporte, président de la SJB, nous a dit il y a 2 ans déjà qu'il souhaitait restructurer la fondation du prêt d'honneur, je dois dire que l'idée a germé dans ma tête que le prêt d'honneur pourrait très bien devenir la Fondation Maurice Séguin. Ainsi, en mars 2017, aidé par François Lemieux, notre trésorier, j'ai réussi à convaincre mes collègues du CA d'aller de l'avant dans le changement de nom. Cependant, je devais arriver à les convaincre que Maurice Séguin était le choix idéal pour le nouveau nom de la Fondation, ce qui n'était pas gagné d'avance. Pour y arriver, j'invitais Robert Comeau, mon ancien professeur, à revenir au CA de la Fondation du prêt d'honneur pour m'aider à les persuader. Ce qu'il fit, je dois dire, avec beaucoup de conviction, notamment auprès de M. Lemieux. C'est ainsi que le 7 juin dernier, nous avons voté en Assemblée générale extraordinaire le changement de nom de la Fondation pour Maurice Séguin. Et maintenant, je souhaite sincèrement que la naissance de la Fondation Maurice Séguin nous permettra de mieux faire connaître son œuvre remarquable et de financer des recherches en sciences humaines sur le Québec. Nous en avons tant besoin à ce moment précis de notre histoire où nos projets collectifs semblent si difficiles à réaliser.
À présent, j'inviterai M. Michel Dionne, président de la Fondation Maurice Séguin, à vous parler plus concrètement de la mission de la Fondation, mais aussi ce qu'était la Fondation du prêt d'honneur jusqu'au dernier mois. À vous, monsieur. Alors, merci et bienvenue donc à cette soirée bénéfice de la Fondation Maurice Séguin. Donc, un peu d'histoire. Hein? La Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée. Et c'est donc en janvier 1944 que le président d'alors de la Société Saint-Jean-Baptiste, Roger Duhamel, annonçait les activités du prêt d'honneur. Son but était de soutenir financièrement les études techniques et scientifiques de jeunes issus de milieux modestes. Il veut former une élite capable d'œuvrer au développement économique de ce qu'on appelait alors le Canada français. Près de 9000 étudiants ont pu bénéficier du prêt d'honneur pour un montant s'élevant à 3,7 millions de dollars d'alors. Année après année, une vaste campagne de porte-à-porte mobilisait des étudiants, mais aussi la radio et la télévision pour recueillir des dons. Ainsi, en 1957, lors de ce qui fut appelé la Grande Visite étudiante, 10 000 étudiants amassèrent 169 000 $. Ce qui veut dire que chacun des étudiants a pu collecter en moyenne 17 $. On recueillait donc des sous pour faire des dollars, et ce, dans toutes les régions du Québec et même en Nouvelle-Angleterre. Sous la pression des étudiants, les carrés rouges d'alors, le nouveau premier ministre Daniel Johnson fait adopter en décembre 1966 la loi 2 sur les prêts et bourses. En 1970, donc, la Fondation du prêt d'honneur accorde désormais des bourses postdoctorales pour stimuler le développement de la recherche et freiner l'exode des cerveaux québécois. Jusqu'en 2000, 83 étudiants ont bénéficié de bourses totalisant 2,5 millions de dollars. Depuis 1992, la Fondation s'est associée à la SSJB avec le prix du mérite en histoire à l'intention des étudiants de secondaire et a financé dans les années 2000 la Coalition pour l'histoire ainsi que la chaire Hector Fabre de l'UQAM. Lors de son cinquantenaire en 1994, des personnalités publiques ayant bénéficié de ces subsides furent honorées. Denise Bombardier, l'avocat Robert Burns, André Caillé d'Hydro-Québec, la syndicaliste Lorraine Pagé et l'astrophysicien Hubert Reeves, pour ne nommer que ceux-là. Pourquoi Maurice Séguin? Au début de 2018, donc, le conseil d'administration a entrepris une réflexion sur son orientation. Depuis quelques décennies, la Fondation du prêt d'honneur a cessé d'octroyer des prêts aux étudiants universitaires. Par conséquent, le vocable « prêt d'honneur » ne correspond plus à l'activité actuelle de la Fondation, davantage orientée depuis les 15 dernières années vers l'octroi de subventions en histoire et en sciences humaines. Bref, nous avons convenu de changer de nom. Pour en adopter un, plus en lien avec une nouvelle orientation, davantage axée sur les sciences humaines. Le nouveau nom choisi devait être celui d'un universitaire québécois qui a eu une influence sur l'émancipation du peuple québécois. De plus, le nouveau nom de la Fondation devait incarner le caractère moderne et inclusif du Québec, tel que nous le connaissons depuis les années 60 avec l'avènement de la Révolution tranquille. Plusieurs universitaires québécois pouvaient se qualifier pour le nouveau nom de la Fondation. Toutefois, nous croyons, et nous avons cru rapidement, que le plus représentatif d'entre eux est l'historien Maurice Séguin, qui enseigna pendant 40 ans donc à l'Université de Montréal et qui fut celui qui modernisa et laïcisa dans les années 60 l'histoire du Québec. Il a notamment rattaché la nation québécoise au territoire du Québec tout en mettant de côté une approche providentialiste de l'histoire. Il fut le théoricien par excellence de ce qu'on appelait l'École de Montréal avec sa nouvelle interprétation de l'histoire du Québec, davantage axée donc sur l'interaction des facteurs politiques, économiques et culturels qui façonnent le déroulement des événements plutôt que sur le seul rôle des personnages historiques dans le cours des événements. Alors, techniquement parlant, voici les objectifs de la Fondation, que la Fondation donc s'est donné: encourager la recherche universitaire sur des sujets en sciences humaines, portant sur des thèmes nationaux du Québec, notamment en histoire, en démo-linguistique, en sciences politiques, en sociologie, en économie politique et en droit constitutionnel au sein de la population.
recevoir et stimuler la recherche universitaire québécoise dans tout autre domaine pour lequel des fonds sont dédiés ou sont confiés à la Fondation pour qu'elle l'administre. Mieux faire connaître l'œuvre de Maurice Séguin et bien sûr son influence sur la société québécoise. Quant aux moyens à mettre en œuvre, nos ambitions sont grandes. Octroyer des bourses à des chercheurs pour la publication de travaux en sciences humaines, contribuer à l'organisation de colloques, de conférences comme celui-ci, de participer à la remise des grands prix de la SSJB ainsi qu'à des prix de mérite en histoire, et puis enfin de participer à des remises de bourses en sciences à l'École polytechnique, comme l'exige un fonds dédié, le fonds Asselin, que la Fondation Maurice Séguin administre. Les normes maintenant de Maurice Séguin, c'est l'historien Bruno Deshaies qui est ici ce soir, qui m'a fait connaître il y a une dizaine d'années l'historien Maurice Séguin, puis qui m'a introduit aux normes. Curieusement, j'ai toujours aimé l'histoire, tant au secondaire qu'au cégep, et malheureusement, je n'avais jamais entendu parler de Maurice Séguin. Il y a comme des trous dans notre histoire. Un de ses étudiants écrivait que le livre Les Normes constitue une nouvelle interprétation de la grande histoire, celle qui traite du passé qui dure plutôt que de celui qui passe. Séguin érige la notion d'agir par soi collectivement comme la richesse d'être, et son remplacement, telle une nation annexée, enchaînée à une autre, comme étant une oppression essentielle. L'indépendance du Québec n'est donc pas qu'une question de parti politique, de débat parlementaire, d'élections, de stratégie référendaire, de génération ou de combats sporadiques. C'est une question de conscience collective, c'est-à-dire de cette prise de conscience aiguë par une nation qui se sait distincte dans le monde et qui peut et qui veut vivre avec les autres, mais par soi, en collaborant, en toute autonomie, telle une nation indépendante. Je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs de cette activité, Josiane Lavallée, bien entendu au premier titre, Robert Comeau, Denis Monnière, et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon colloque demain. Merci. Donc, nous allons maintenant entendre Maître Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. À vous, Monsieur Laporte. Et d'abord, merci, Josiane Lavallée, merci pour ta contribution générale à la promotion de l'histoire, mais plus particulièrement à l'organisation de ce colloque organisé en effet avec la SOPOC et la Société historique. Et donc, merci et je pense que ce colloque va poser un jalon dans notre bataille de la mémoire. Alors, mesdames les anciennes ministres, monsieur l'ancien chef de l'opposition officielle, monsieur le président de la Société historique de Montréal, monsieur le président du prêt d'honneur, c'est-à-dire la Fondation Maurice Séguin, Fondation Maurice Séguin, monsieur le président de la Société du patrimoine politique du Québec, monsieur le président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. C'est bien ça? Merci. Lirez. J'irai. Monsieur le président du RPS qui est arrivé, distingués invités, chers amis. Alors, quel bonheur de voir naître ce soir notre nouvelle fondation Maurice Séguin, fruit d'une réflexion approfondie sur la nécessité de redécouvrir, en ces temps de relative perdition, les repères et les fondements intellectuels de notre mouvement national moderne. D'une part, le temps était venu, je crois, pour le vénérable prêt d'honneur, qui célèbre cette année ses 74 ans d'existence, de cristalliser son changement d'orientation déjà entrepris depuis les années 70. La mission initiale de cette organisation extraordinaire, issue de la Société Saint-Jean-Baptiste, consistait, comme l'a dit le président, à fournir aux jeunes Québécois une aide financière suffisante pour accéder aux études supérieures, en les invitant sur l'honneur à redonner aux suivants plus tard dans leur vie. De ce point de vue, et bon, même si la gratuité scolaire tous azimuts n'a pas encore été atteinte comme l'espéraient notamment nos fondateurs, les patriotes en passant, il n'en demeure pas moins que c'est mission accomplie. Nous avons vaincu. Preuve qu'en Trimandure, cela à coup d'immenses campagnes de souscription populaire, dont notre regretté président d'honneur, M. Bernard Landry, d'ailleurs, aurait pu vous entretenir longtemps, lui qui y participait activement, mais surtout preuve qu'en unissant nos forces, pour paraphraser Duvernay,
eh bien, on peut aller loin. On peut aller très bien, très loin. Et si bien, si loin que, en effet, c'est le prêt d'honneur qui a inspiré la mise en place des programmes gouvernementaux d'aide financière aux études qui sont toujours en vigueur de nos jours. Alors, je tiens donc à rendre hommage, en tant que président général, je tiens à mon tour à rendre hommage à mon prédécesseur, Roger Duhamel, un grand parmi les grands, et lui qui fut aussi le plus jeune président général de l'histoire de la société, enfin jusqu'à ce qu'on m'attribue ce record, bien malgré moi. Toujours est-il que la grandeur de l'œuvre de Duhamel commande, à mon avis, que nous lui dédions un hommage permanent, ce que nous ferons certainement dans un proche avenir. Lui et tous les artisans du prêt d'honneur, je pense notamment aux présidents qui se sont succédés, par exemple Gaston Bergeron, tous ceux-là auront immensément mérité de la patrie, sachant que rien n'est plus précieux, rien n'est plus structurant pour un peuple qui aspire à devenir meilleur que l'accès à une éducation de qualité. L'objectif premier du prêt d'honneur ayant été rempli, on s'est donc tourné dès les années 70 vers de nouveaux défis. Et on a consacré nos efforts à appuyer la recherche supérieure sur le Québec. À cet égard, nos réalisations ont été nombreuses et utiles. Michel en a parlé quelque peu, mais pour vous donner quelques exemples récents, en 2017, la Fondation du prêt d'honneur a contribué généreusement à la réalisation de l'ouvrage majeur « Le droit linguistique au Québec », un accomplissement sans précédent des juristes Poirier, Rousseau et Côté de l'Université de Sherbrooke, qui est déjà cité par les plus hauts tribunaux. En 2016, on a présidé à la publication de l'une des études les plus approfondies jamais réalisées sur la question des finances d'un Québec indépendant. C'est le fruit du travail d'un jeune chercheur, M. Maxime Duchesne, qui a travaillé en collaboration avec un comité d'économistes et dont la préface, encore là, a été signée par M. Landry. En créant la nouvelle Fondation Maurice Séguin, qui va continuer, bien sûr, à administrer le fonds du prêt d'honneur et aussi le fonds Louis Asselin dédié aux étudiants en génie, on a voulu préciser et actualiser notre mission, cela dans ses aspects les plus porteurs et les plus significatifs pour notre cause. Il va sans dire qu'on y voit également une occasion de mieux circonscrire nos champs d'intervention, mieux identifier notre public cible, pour ainsi dire, et partant renforcer nos moyens d'action, nos moyens financiers compris. Vous savez, c'est presque un tabou dans les milieux universitaires, mais quiconque s'y aventure le moindrement, c'est bien la maigreur des ressources disponibles pour faire avancer un tant soit peu la recherche sur quelque objet de nature nationale. Et en histoire, en sciences politiques, en droit, en sociologie, en philosophie, en communication, name it, le phénomène québécois se voit éclipsé derrière les étoiles de nos idéologues qui, post-structurellement, dominent la mode universitaire. Manifestement, une bonne partie, je dois dire, notre intelligentsia vit ailleurs dans sa tête, ailleurs qu'au Québec. Elle erre peut-être en quête de nouvelles métropoles verdoyantes de la pensée. New York, Boston, Chicago, Toronto surtout, et in English bien souvent, comme on le sait. Le système étant conçu pour encourager et récompenser ceux qui brillamment, faut-il le préciser, et j'insiste, mais encourager et récompenser ceux qui se démarquent dans ce cadre bien délimité et insidieusement colonialiste. Et voilà, tous ceux-là se verront offrir, par exemple, une chaire de recherche du Canada, et c'est tout à leur honneur, ou encore une généreuse bourse de la Fondation Trudeau, et quoi encore. Faute d'une véritable stratégie en matière de recherche scientifique qui aille dans le sens de l'intérêt national, faute d'un apport suffisant aux chercheurs dédiés à approfondir la connaissance sur le Québec, eh bien, évidemment, ce sont les intérêts de recherche du Canada qui prévalent et qui vont jusqu'à structurer le système de promotion sociale dans nos universités québécoises. On peut facilement s'imaginer ce que le grand Maurice Séguin penserait de cette situation. Alors, sans aucun doute, il verrait là l'une des conséquences malheureuses, précisément de notre subordination à l'agir fédéral, elle-même dérivée de l'oppression fondamentale liée à l'annexion de 1840. Or, tout cela n'est pas étranger à notre choix, bien sûr, de renommer la Fondation du prêt d'honneur Fondation Maurice Séguin, ne serait-ce que pour avoir les idées plus claires quant au sens de notre action, qui n'est autre que de favoriser l'indépendance intellectuelle du Québec. 100 ans après sa naissance, on voulait donc célébrer l'œuvre et la mémoire de Maurice Séguin, l'un des plus grands historiens que le Québec ait connu. Et sur une note plus personnelle, je tiens à souligner qu'en tant qu'intellectuel engagé, eh bien, la pensée de Maurice Séguin et bien sûr ses normes
occupe une place privilégiée dans mon esprit depuis les débuts. C'est bien souvent à travers les notions élaborées par Séguin que j'aime à penser notre histoire et aussi pour mieux comprendre l'âme québécoise. Une phrase en particulier tirée des normes m'accompagne presque en permanence. L'agir par soi-même est le substratum de la vie d'une collectivité. Une autre phrase aussi m'inspire et m'effraie à la fois. L'annexion, c'est-à-dire le fait d'être subordonné dans son agir à l'agir d'un autre, l'annexion engendre la médiocrité générale collective. Mais au-delà du pessimisme, du moins apparent, de Séguin, on trouve dans son œuvre les outils intellectuels nécessaires pour reconquérir notre destin. Alors je me réjouis donc qu'ensemble, on travaille à redécouvrir les enseignements de cet héritier de Groulx qui, à mon sens, saisissait mieux que quiconque la réalité de notre condition historique et politique en la représentant par des exposés si lumineux que ceux qui vivent dans l'obscurité ne peuvent qu'en ressentir des douleurs. Sur ce, alors je remercie bien sûr d'abord toutes les personnes présentes à cette petite soirée de lancement du colloque qui ont contribué généreusement par l'achat d'un laissez-passer à cette soirée et aussi au colloque qui débute dans quelques minutes. Merci aux organisateurs et je dis longue vie à la Fondation Maurice Séguin. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais inviter M. Daniel Turp, président de l'IRE. Je ne redirai pas tous les mots. Oui, et professeur en droit à l'Université de Montréal, à vous dire quelques mots sur l'importance d'effectuer des recherches sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. À vous, M. Turp. Alors, merci beaucoup, Josiane. Je salue à mon tour tous les distingués, toutes les distinguées invités là, en cette ouverture de ce colloque Maurice Séguin. Et je tiens à remercier en particulier Josiane qui a pensé associer l'IRE par ma personne et celle de son idéateur, Pierre-Carl Pellado, à votre colloque. Parce qu'effectivement, les objectifs de la nouvelle Fondation Maurice Séguin recoupent à bien des égards celles de notre institut de recherche. Je vous rappelle sa mission. Un institut de recherche indépendant dont la mission est de réaliser, diffuser et rendre accessibles des études sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales afin d'améliorer les connaissances scientifiques et favoriser un dialogue citoyen ouvert et constructif. Ces travaux devront privilégier une approche comparée internationale. C'est ce que notre institut cherche à faire depuis sa création en 2016, bien que nous avons été, comme vous le savez, occupés et préoccupés par notre statut d'organisme de bienfaisance. Et après quelques années de rude lutte avec l'Agence de revenus du Canada, vous le savez peut-être, ceux qui ne le savent pas, je vous l'annonce, nous avons gagné notre bataille contre l'Agence de revenus du Canada et nous sommes dans une démarche finale de façon à obtenir ce statut d'organisme de bienfaisance. Et je dois vous avouer, je le fais devant le principal intéressé, que cette bataille, c'est Pierre-Carl qui a voulu la mener jusqu'au bout, puis on était prêt à aller encore plus loin. Mais à la fin, on s'est rendu compte jusqu'à quel point on discriminait contre notre institut lorsqu'il s'agissait de le comparer à l'idée fédérale ou à d'autres grandes institutions de recherche qui ont eu le droit à des statuts d'organisme de bienfaisance. Nous avons maintenant les coups des franches pour relancer le programme de recherche sur des questions d'autodétermination des peuples et d'indépendance nationale. Nous souhaitons d'ailleurs donner une vocation très économique aux recherches qui vont se poursuivre dans les prochaines années et nous allons annoncer dans les prochaines semaines des éléments de ce programme de recherche et les personnes qui seront associées aux travaux de l'IRE. Je pense que ça ferait, s'il était avec nous, un heureux en la personne de Maurice Séguin. Maurice Séguin, j'ai lu plusieurs de ses travaux. C'était un économiste, c'était quelqu'un qui avait à cœur le développement économique du Québec, mais
qui, lorsqu'on lit ces normes, et ceux qui les ont interprétées, ceux qui en ont fait des lectures politologiques, je pense à Denis Monnière, qui a aussi s'est intéressé beaucoup aux travaux de M. Séguin, on se rend bien compte jusqu'à quel point il s'est intéressé très globalement à la vie collective du Québec, et en particulier à ces questions économiques. Et quand on laisse entendre qu'il n'a eu peu ou pas d'influence, ou il n'en a pas eu autant qu'il aurait dû l'être, je peux vous dire qu'il en a eu sur moi, sur le chercheur, le jeune chercheur que j'étais en 1976, lorsque je rédigeais sous la direction de Jacques Brossard. Il y en a certains d'entre vous qui connaissaient certainement Jacques Brossard, le professeur de droit qui évoluait au Centre de recherche en droit public, à la même époque Pierre Elliott Trudeau d'ailleurs, et qui a rédigé ce que certains ont appelé le rapport Brassard, le comparant au rapport Durham, un ouvrage absolument magnifique sur l'accession du Québec à la souveraineté. Alors moi, j'ai été son étudiant de maîtrise à M. Brossard, et il m'avait dit... alors, pour préparer ton introduction et pour parler, faire une exégèse historique de cette thèse, de ce mémoire que tu veux préparer sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit de sécession et l'application au Code du Québec, il faut aller lire les travaux de Maurice Séguin. Il faut aller lire l'idée d'indépendance et d'autres travaux, d'autres articles qu'il avait consacrés à la question de l'indépendance. Et je relisais l'introduction de mon mémoire de maîtrise, et c'est une série de références aux travaux de M. Séguin et aussi aux travaux d'autres historiens et d'autres chercheurs qu'il avait voulu célébrer d'une certaine façon pour leur propre recherche sur l'idée d'indépendance au Québec. Puis d'ailleurs, dans la deuxième page de mon mémoire, je vous le cite parce que c'est intéressant de revenir là où ça a commencé. Dans son ouvrage sur l'idée d'indépendance, voici ce qu'il dit du mouvement séparatiste. Le mouvement séparatiste. Le mouvement séparatiste canadien-français est naturel. Ce n'est pas la politique anglaise qui l'a créé. Elle n'a fait que l'intensifier et la cultiver. Dans une vieille colonie, riche de plus d'un siècle d'histoire, nettement différenciée par son origine, sa langue, sa religion, ses lois, isolée même des ondes plus peuplées de l'Amérique anglaise, ne recevant au début que quelques milliers d'immigrants étrangers, les Canadiens ne se sentent nullement menacés et n'éprouveront pas la moindre tentation de démissionner. L'utilisation temporaire du particularisme canadien-français par l'Angleterre en 1774 et la subdivision en 1791 pour fin d'assimilation graduelle apparaissent au contraire aux Canadiens français comme des consécrations de leur nationalisme et à leur invitation à s'ancrer dans le séparatisme. Il n'avait pas peur des mots, Maurice Séguin. Et d'ailleurs, en relisant encore cette introduction, je me suis rendu compte jusqu'à quel point il m'avait inspiré. Que son exégèse historique avait été probablement à l'origine de quelques idées que j'ai eues et que d'autres ont eues sur le droit des peuples, le droit à la sécession et comment on l'applique au Québec et comment on cherche à le réaliser. Et c'était en 1976 là, que ce mémoire a été écrit. Alors, sachez donc que Maurice Séguin a eu une influence sur un jeune juriste qui s'intéressait au droit de l'autodétermination puis qui voulait inscrire sa réflexion dans l'histoire, une histoire alimentée par les travaux de Maurice Séguin. Et moi, je suis très content que la fondation du prêt d'honneur devienne la fondation Maurice Séguin. Je crois que c'est une très bonne décision. Maurice Séguin a été présenté parfois comme le théoricien le plus méconnu de l'indépendance du Québec. Et je crois que les travaux, le choix que vous faites de renommer la Fondation en mémoire de Maurice Séguin contribuera à ce qu'il soit moins méconnu.
parce qu'ils méritent d'être connus. Et moi, je suis très heureux que la Fondation aussi décide de s'investir dans la recherche, dans les sciences humaines, pour peut-être contrer, comme l'a dit Maxime, tous ces efforts pour faire en sorte que nos universités, nos chercheurs se concentrent sur la recherche sur le Canada, hein, incluant le Québec, mais le Québec toujours au sein du Canada, pour y rester, y demeurer éternellement. Et je crois que ça va beaucoup aider et même, je crois, intensifier la recherche sur le Québec, sur son histoire, sur ses institutions. Je sais d'ailleurs, je vous remercie, je le fais en la présence qu'un jour, la Fondation du Prix d'honneur a même nous a aidé à créer, Jacques-Yvan Morin et moi-même, au milieu des années 80, la Revue québécoise de droit international. On a maintenant une Revue québécoise de droit international, ça fait quand même 30 ans, depuis 1984, qui est d'ailleurs devenue, vous savez, la revue de droit international en langue française la plus lue au monde. On a dépassé les Français, les Belges, les Suisses, parce que ceux qui animent la revue, après que M. Morin l'ait créée avec l'aide de la Fondation du Prix d'honneur, ben, ils ont décidé d'en assurer le rayonnement par la toile. Les articles sont accessibles librement sur la toile, sur le site de la revue. Et c'est donc notre revue québécoise internationale qui est maintenant la plus lue au monde parce qu'elle est maintenant très, très accessible. Et je remercie encore la Fondation du Prix d'honneur, maintenant la Fondation Maurice Séguin, d'avoir contribué à ce rayonnement. Alors, je vous souhaite un bon colloque. Je félicite le responsable scientifique Robert Comeau, Denis Monnière, Josiane, d'avoir pris cette initiative. Je comprends qu'il y aura des suites parce que Denis veut, je crois, publier les communications dans l'Action nationale. Ça va être une autre publication qui va mettre en honneur M. Séguin. Alors, je nous souhaite un bon colloque et moi, j'interviendrai demain là, sur Maurice Séguin, la nation et l'autodétermination. Alors, bon colloque. Et finalement, j'ai invité M. Marc Chevrier, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, à venir vous parler de l'importance pour les professeurs et chercheurs en sciences humaines d'une fondation comme celle de Maurice Séguin. À vous, M. Chevrier. Bonsoir. J'ai peu à voir avec la création de cette fondation. J'ai aucun mérite à faire valoir. Je me réjouis qu'elle existe. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Je vais commencer par une anecdote. Il y a longtemps, quand j'ai entrepris mes études de maîtrise en Angleterre, c'était à la fin des années 80, j'arrive à Cambridge, en Angleterre donc, que je ne connaissais pas. Je connaissais le pays intellectuellement, mais je n'avais jamais mis les pieds. Et j'arrive à Cambridge et on me destine à un collège qui s'appelle Sussex. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était le collège Sussex. J'entre au collège Sussex, avoir franchi le portail gardé par le porter, bien endimanché, et j'aperçois au fond un portrait. Lady Sussex. Qui est Lady Sussex? C'est une marquise du XVIIIe siècle, très riche, qui a laissé sa richesse dans un trust pour créer le collège portant son nom. Et en vivant là-bas, je me suis aperçu que Cambridge fonctionne comme ça. C'est une vieille université qui date du XIIIe siècle, mais qui a conservé une structure médiévale avec des collèges qui sont souvent le fruit d'une dotation généreuse. Et à travers cette institution de droit privé qu'on appelle le trust, on fait vivre pour des générations, pour des siècles, un projet intellectuel. Soutenir à l'intérieur de l'université un collège qui accueille dans un même lieu des étudiants, des professeurs. Chaque collège à Cambridge a sa bibliothèque. Ils ont même parfois leur propre club sportif, etc.
Et ce qui m'a frappé, c'est comment une institution de droit privé peut devenir un instrument de développement collectif. Et c'est d'ailleurs le génie des Anglais, d'utiliser systématiquement cette institution de trust. On peut l'utiliser bien sûr à des fins commerciales, ils le font abondamment, mais on peut également le faire à des fins philanthropiques et à des fins d'épanouissement collectif. Ils le font depuis longtemps, ils en maîtrisent parfaitement les techniques. Et ça donne comme résultat que c'est la manière dont on finance et soutient institutionnellement de grandes universités dans ce pays. Et les Américains ont copié le modèle anglais et ils l'ont essaimé dans plusieurs États américains. Et quand on y pense, le trust, qu'on traduit depuis la réforme du Code civil en 91 au Québec par le terme de fiducie ou fondation, c'est une idée intéressante parce qu'elle joint le passé et l'avenir. La richesse, quelle qu'en soit la forme, monétaire ou en fonds immobiliers, c'est du passé. La richesse, c'est toujours une synthèse du passé d'une certaine manière. Mais c'est un passé qu'on immobilise dans une institution pour servir l'avenir. Et quand on institue un trust ou une fondation, il ne faut pas seulement penser pour le proche avenir, mais penser également pour le très lointain avenir. Car c'est une institution qui peut durer, qui peut se développer, qui peut croître et s'adapter au changement des générations. Et c'est une institution qu'on a tenté d'importer au Québec, et je me réjouis de voir qu'on l'utilise pour l'associer au nom de Maurice Séguin et à un projet intellectuel de grande ampleur qui est de soutenir, comme on l'expliquait très bien tout à l'heure, le développement des études sur le Québec. Et c'est une belle manière également, me semble-t-il, de mettre l'étude de l'histoire, qui est bien sûr tournée vers le passé, mais de l'inscrire dans l'avenir, par le moyen d'une institution de droit privé. Alors, on a cité à plusieurs reprises Maurice Séguin, je le ferai à mon tour, un extrait des normes. Alors, un paragraphe, parmi d'autres fort intéressants qu'on peut lire chez lui, il dit « Le remplacement ou l'inaction imposée constitue une oppression. Quand une personne agit à la place d'une autre personne, quand elle se substitue physiquement ou intellectuellement à une autre, il s'ensuit pour cette personne remplacée la perte de l'opportunité d'acquérir de l'expérience et de l'initiative et de développer des habitudes d'agir et de penser. » Il utilise d'ailleurs des mots très forts pour caractériser cette situation. Il appelle cela l'oppression essentielle. Et ce qui vaut pour l'individu vaut également pour la collectivité. La privation, le remplacement de l'agir par soi collectif est équivalent à une oppression essentielle, dit-il. Je ne peux que renchérir sur les propos tenus par Maxime Laporte tout à l'heure. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, dans nos universités, et il faut également inclure les cégeps, parce qu'ils font également de la recherche, on peut constater qu'il y a une certaine disparition du Québec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de recherche, bien sûr, il s'en fait encore. Mais le Québec n'est plus à la mode, il n'est plus central dans bien des recherches, ou alors il disparaît, ou, bien sûr, on continue à l'étudier, mais à travers des catégories qui viennent d'un autre que soi, qui sont souvent des catégories qui pensées par le régime, l'État fédéral. Et en fait, quand on regarde l'évolution de notre système postsecondaire au Québec, je constate qu'il y a un partage des tâches insidieux, je reprends un terme de Maxime Laporte, c'est-à-dire au Québec, c'est-à-dire l'État du Québec qui existe par le régime canadien, il faut quand même le rappeler, à l'État du Québec revient la conciergerie. C'est lui qui paye les salaires, il reçoit les factures, il paye, il fait quelques contrôles comptables, bien sûr. Il accompagne les recteurs dans leurs magnifiques projets immobiliers, en multipliant les campus et les pavillons. Mais notre État du Québec ne se soucie pas, ou trop peu, il le fait peut-être dans certains domaines, mais il se soucie trop peu de la programmation scientifique. Et il est faux de penser que les États ne font rien.
tous les États à travers le monde qui ont des moyens, qui ont des systèmes d'éducation développés, essaient par toutes sortes de moyens d'influer sur la programmation scientifique de leurs universités ou de leurs institutions d'enseignement. Bien sûr, il y a la liberté universitaire, mais il y a plusieurs moyens d'orienter cette liberté. Le Québec fait très peu de choses. Et en fait, il laisse le champ libre à Ottawa et ses multiples organismes, par les chaires de recherche, par les organismes subventionnaires, par les bourses, d'autres programmes très structurants. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'au fil du temps, ou bien on cesse de penser le Québec, ou on le pense à travers des catégories qui sont définies, programmées par le régime fédéral. Et c'est la situation que nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et je crois que nous avons peut-être fait une erreur au Québec de penser que parce que nous développons de magnifiques institutions d'enseignement, et il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un progrès, il y a eu des accomplissements multiples qu'il faut souligner, mais il y a une erreur de penser que parce que ces institutions existent, elles vont instituer naturellement le Québec comme objet d'étude. Ce n'est pas automatique. Et par ailleurs, on a peut-être aussi négligé cette action qui est toujours indispensable, qui vient en dehors de l'État. On ne peut pas se priver de l'État, mais on ne peut pas non plus ne s'appuyer que sur lui. Et c'est pour cette raison-là qu'il me semble que l'initiative présente d'aujourd'hui, qui nous réunit, est excellente. Devant un État défaillant, il faut effectivement utiliser d'autres moyens, notamment celui de la Fondation, qui est un moyen d'ailleurs éprouvé, et je ne peux que souhaiter qu'il croisse pour les générations à venir. Je vous remercie. Donc, et maintenant, je vous inviterai à vous rendre dans l'atrium pour le cocktail dînatoire. Donc, on vous attend dans l'atrium. Merci. Aussi, merci à vous tous et à vous toutes d'être venus si nombreux. Vous savez, au début, je m'étais fixé comme objectif d'avoir 50 personnes, de vendre 50 laissez-passer, et l'objectif a été atteint il y a 2 jours. Merci vraiment à tous et à toutes. Bien.